don't like this place. Really? I find it most stimulating. Come. 1986. Le nom de la rose, le film inspiré du roman d'Umberto Eco, fait un carton. Le Moyen-Âge au cinéma a alors le vent en poupe et inspire de nombreuses autres créations jusqu'à aujourd'hui. Braveheart, le Robin des Bois de Kevin Reynolds, le Bossu de Notre-Dame de Disney, Vikings, Game of Thrones. Le plus souvent, ces œuvres de fiction mettent en scène un Moyen-Âge fantasmé, qui peut être à la fois sombre et cruel, mais aussi grandiose et spectaculaire. Cette réinterprétation contemporaine du Moyen-Âge porte un nom, le médiévalisme. Ce phénomène n'a rien de nouveau, et déjà à partir du début du 19e siècle jusqu'aux années 1930, l'époque médiévale est réhabilitée. Elle inspire les artistes, notamment chez les romantiques, Wagner, Victor Hugo, Turner, mais aussi les architectes et même les agents du patrimoine. Pour illustrer ce mouvement médiévaliste, partons à Nantes pour nous pencher sur le cas du château des Ducs de Bretagne. Nous sommes en 1902. Localisé au cœur de Nantes, le château est encore situé au bord de la Loire. Il est classé comme monument historique depuis 1840 et sort d'une longue période d'occupation par l'armée. C'est alors l'un des seuls témoins du passé médiéval de la ville. Faisons un rapide tour des lieux. Dans ce château, on retrouve des édifices datant de la fin du Moyen-Âge, comme le vieux donjon construit au XIVe siècle, qui est le dernier vestige d'une forteresse plus ancienne, mais aussi le grand gouvernement et le grand logis, qui forment un ensemble palatial de style gothique datant de la fin du XVe siècle, construit pendant le règne du duc François II, puis de sa fille Anne de Bretagne. Toutefois, l'histoire du château ne s'est pas arrêtée à la fin du Moyen-Âge, et on peut aussi constater la présence d'éléments plus tardifs, comme ce grand bâtiment qu'on appelle le harnachement, construit en 1784. Celui-ci a été conçu pour fabriquer et entreposer des armes et des munitions. On peut aussi évoquer cette portion du mur d'enceinte, construite après l'explosion d'une partie du château en 1800. En ce début de XXe siècle, le château des Ducs de Bretagne, comme beaucoup de forteresses anciennes, est donc un véritable millefeuille, marqué par les époques qu'il a traversées et qui font toute partie de l'histoire du château. Arrive alors Henri Deverin, architecte en chef des monuments historiques, qui profite de la cession du château à la municipalité de Nantes pour lui proposer un projet ambitieux. Remplacer le mur d'enceinte construit au XIXe siècle par un hôtel de ville flambant neuf. Pour défendre sa vision, il a même écrit une petite brochure accompagnée de visuels qu'il a lui-même dessinés. Voyez plutôt. Dans ces croquis, on peut observer plein d'éléments qui évoquent le Moyen-Âge. Par exemple, ce grand beffroi orné de machicoulis, ou ces arcs boutants rappelant ceux des cathédrales, mais surtout, une imitation un peu chargée du décor gothique du Grand Logis et du Grand Gouvernement. Les petits fanions rigolos complètent ce retour au Moyen-Âge. Avec ce projet, Henri Deverin s'inscrit dans le versant architectural du médiévalisme, le néo-gothique. Un mouvement né au début du XIXe siècle qui cherche à évoquer, voire à imiter le style des bâtiments du Moyen-Âge. Les constructions néo-gothiques sont encore répandues en 1900, toujours marquées par cette fascination pour l'imaginaire médiéval. D'ailleurs, le projet de Deverin ressemble très fortement à un autre édifice conçu à la même époque, l'hôtel de ville de Calais. Dans le même esprit, la vision de l'architecte ne s'arrêtait pas là. Il avait aussi pour ambition de restaurer le reste du château, afin de lui redonner l'aspect qu'il avait au début du XVIe siècle, à travers deux types d'actions. Tout d'abord, il souhaitait raser les bâtiments construits après la mort d'Anne de Bretagne, à commencer par le harnachement qu'on a évoqué précédemment, mais aussi le bastion Saint-Pierre construit au cours du XVIe siècle, qualifié de gros bastion sans intérêt par Deverin. Ensuite, il désirait restaurer certains bâtiments, pour leur redonner leur aspect médiéval.
en coiffant par exemple le haut du vieux donjon d'un mur crénelé, bien que cet état de l'édifice ne soit attesté par aucun document historique. Toutefois, les créneaux correspondent à merveille à une vision un peu stéréotypée du Moyen-Âge. En fait, l'architecte ne restaure pas, mais il réinvente le château selon sa propre représentation de l'époque. Ce retour au Moyen-Âge tardif n'est pas qu'un choix esthétique, il est aussi idéologique. En voulant faire renaître, je cite, « le plus glorieux et le plus important témoin des fastes de la Bretagne », Deverin fait appel à la nostalgie d'un passé idéal. Il donne une forme de légitimité, un poids historique au symbole de pouvoir que serait l'hôtel de ville. En quelque sorte, il instrumentalise l'histoire. Malheureusement pour notre cher Henri, ce projet d'hôtel de ville est abandonné et n'a jamais vu le jour. Peut-être trop coûteux, trop ambitieux. Il semblerait surtout que les remous de la Première Guerre mondiale aient perturbé les plans de la ville de Nantes. Malgré son échec, ce projet témoigne d'un certain esprit de l'époque, d'une relation particulière au patrimoine. Par son approche néo-gothique, Deverin se positionne dans un mouvement encore plus ancien, dont le représentant le plus évident serait l'architecte Viollet-le-Duc, qui, à partir de 1860, a par exemple reconstruit le château de Pierrefonds, selon la même approche, en réinventant son architecture à la mode médiévaliste. Le corps des architectes en chef des monuments historiques existe toujours, mais leur approche est complètement différente de celle d'il y a un siècle. Elle a évolué avec notre façon d'envisager le patrimoine et la science historique en général. Afin d'éviter les écueils de la restauration romantique de Deverin ou de Viollet-le-Duc, certains principes de la restauration de monuments historiques ont été codifiés. En 1964, plusieurs nations se sont associées pour écrire la Charte internationale de Venise, qui énonce plusieurs principes, comme le fait que la restauration doit être précédée d'une étude historique et archéologique, elle ne doit pas rechercher une unité de style, et les apports de toutes les époques doivent être respectés, et enfin, les décisions de restauration ne se prennent pas seules. Malgré tout, aujourd'hui, certains travaux génèrent toujours des polémiques. Rappelez-vous du débat qui a suivi l'incendie de Notre-Dame de Paris en 2019. Comment reconstruire? Avec ou sans la flèche? Avec une charpente en bois ou en béton? Ou même avec un toit en verre? Les propositions se sont bousculées et montrent la pluralité des opinions suscitées par des problématiques liées au patrimoine. Que ce soit à Paris, à Pierrefonds ou bien au château des Ducs de Bretagne, la restauration de monuments reste un exercice complexe. C'est un sujet de société qui touche à la perception du passé dans l'espace public, à ce qu'on veut transmettre aux générations futures, mais aussi au poids de nos propres représentations.